Les neurosciences confirment que nous sommes biologiquement connectés à quelque chose de plus vaste. La lucidité terminale est ce moment étrange et fugace où une personne très malade retrouve soudain un éclat de clarté, comme une dernière respiration avant le silence. On en parle peu, mais ceux qui en ont été témoins savent à quel point cela bouleverse. Je crois que c'est ce que j'ai vu un jour chez l'un de mes patients psychiatriques. Dans notre unité pour adultes, nous recevions parfois des personnes âgées atteintes d'Alzheimer à un stade avancé. Il y avait cet homme, fragile sur ses jambes, que le personnel avait installé dans un fauteuil médical muni d'une tablette de sécurité pour l'empêcher de se lever. En théorie, cette forme de contention ne devait être utilisée qu'avec une autorisation médicale, mais ce jour-là, comme souvent, nous étions trop peu nombreux pour le surveiller autrement. Je l'ai vu se débattre faiblement contre la tablette, comme un enfant qui cherche à sortir d'un piège. Il ne parlait pas, n'avait prononcé aucun mot depuis son arrivée, et n'avait jamais croisé le regard de qui que ce soit. Pourtant, ce jour-là, j'ai senti qu'il voulait simplement se lever. Alors je l'ai aidé à sortir du fauteuil et je l'ai accompagné dans le couloir. Ma main soutenait son bras pour qu'il ne tombe pas. Nous avons marché lentement, à petits pas hésitants, comme si chaque mètre parcouru était une victoire sur la maladie. Je me suis mis à fredonner doucement une chanson d'un autre temps que beaucoup de nos patients reconnaissaient sans même s'en rendre compte. Après plusieurs tours du couloir, il s'est arrêté d'un coup. Il a levé les yeux vers moi, et pour la première fois, j'ai vu son regard clair, ancré dans le présent. Il m'a fixé droit dans les yeux et a dit d'une voix calme : « Tu fais partie des bons. » J'en suis resté muet. J'ai juste réussi à murmurer un merci, sans trop savoir s'il m'entendait encore. Son regard s'est éteint aussitôt, et il a repris sa marche, comme si rien ne s'était passé. Le lendemain matin, en arrivant au travail, on m'a appris qu'il était mort dans la nuit. J'ai eu du mal à encaisser la nouvelle. Mais malgré la peine, je me suis senti reconnaissant d'avoir été là, d'avoir pu lui offrir, ne serait-ce qu'une heure de calme et d'humanité, avant qu'il ne s'en aille pour de bon. Je suis vraiment perturbé par ce qui s'est passé. C'est sans doute l'une des choses les plus effrayantes et étranges que j'ai vécues en EMS. Le patient était en soins de longue durée et l'appel concernait une bradycardie et une hypotension. Mon partenaire et moi l'avions déjà transporté plusieurs fois auparavant. Son état habituel était qu'il était non-verbal, non communicatif, ne réagissant à aucun stimulus externe, et complètement immobile. Lors du transport, le patient a commencé à pleurer. Il murmurait qu'il revenait à la maison, criait plusieurs fois le nom de quelqu'un et disait qu'il était vraiment désolé d'être allé au Vietnam. Il semblait très agité, alors j'ai fait de mon mieux pour le réconforter. Il m'a dit que j'étais un des bons, que je ferais de grandes choses si j'essayais assez fort. Ensuite, il a commencé à parler d'une fête surprise, d'une nouvelle vie, m'a demandé de bien vouloir éteindre la lumière parce qu'il ne pouvait pas voir, la lumière n'était pas allumée, de ralentir parce qu'on allait trop vite alors que nous étions à un feu rouge, de baisser le chauffage, alors qu'il faisait un froid glacial, et il parlait de musique magnifique qui jouait, mais il n'y en avait pas. Le patient m'a dit au revoir, m'a remercié et m'a demandé de donner un pourboire au conducteur, avant de redevenir non-verbal et non réactif. Nous l'avons amené aux urgences. Je raconte ce qui s'est passé à mon partenaire, mais il est évident qu'il ne me croit pas et me regarde comme si j'étais fou. La centrale nous demande d'accélérer notre retour pour une patiente avec des douleurs abdominales et des hémorragies. En arrivant, il s'est avéré que la mère ne savait pas qu'elle était enceinte et qu'elle avait accouché toute seule peu avant notre arrivée. Nous l'avons transportée vers le même hôpital. J'ai appris que le patient précédent était décédé peu après notre départ. Je n'ai jamais rien vécu d'aussi étrange, même de loin. Est-ce que quelqu'un d'autre a vécu quelque chose de similaire ? J'ai l'impression que je deviens fou, ça me perturbe vraiment et je n'arrive pas à dormir à cause de ça. Mon grand-père a vécu quelque chose de semblable il y a seulement quelques mois. C'était exactement une semaine avant sa mort. Ce soir-là, ma grand-mère avait ressorti leur vieux disque et fait jouer les chansons de leur groupe préféré,
ce qu'ils écoutaient quand ils étaient jeunes. Pendant ce temps, ma sœur et moi préparions le souper pour tout le monde. L'ambiance avait quelque chose de doux et de nostalgique, comme si le temps s'était arrêté juste pour eux. Il avait retrouvé un peu d'appétit ce soir-là. Il a mangé plus qu'il ne l'avait fait depuis des mois et, à notre grande surprise, il s'est même permis quelques remarques pleines d'ironie, exactement comme avant, avec ce sourire malicieux qu'on croyait perdu. On a ri, on a parlé, on a fait semblant d'oublier la maladie pour quelques heures. C'était comme si le vrai lui revenait à la surface, juste le temps d'un repas, le temps de nous rappeler qui il avait toujours été. Mais quand nous sommes partis ce soir-là, la réalité est revenue brutalement. Il avait recommencé à voir des gens imaginaires marcher dans le jardin et traverser la maison. C'était comme si la lumière s'était éteinte à nouveau. Ce soir reste pourtant l'un de mes plus beaux souvenirs de lui. Il n'est mort qu'il y a 3 mois, et son absence me pèse encore chaque jour autant qu'au premier. Mais cette dernière soirée, avec la musique, les rires et son regard clair pendant quelques heures, me console un peu. C'est cette image que je garde, celle d'un homme encore vivant dans tout ce qu'il aimait. Jusqu'à il y a quelques jours, lorsque ma grand-mère est décédée, je n'avais jamais entendu parler ni vécu ce qu'on appelle le phénomène du rallye. Pour ceux qui ne connaissent pas, voici un résumé avant mon expérience. Le rallye avant la mort, également appelé lucidité terminale, le dernier éclat ou le dernier au revoir, est une amélioration soudaine et inattendue de l'état d'une personne, qui peut survenir dans les derniers jours ou heures avant la mort. Cela se manifeste le plus souvent chez les patients âgés souffrant d'une maladie en phase terminale, mais peut aussi se produire dans le cadre de toute mort attendue. Le signe le plus caractéristique d'un dernier rallye est la parole, surtout si la personne n'a pas été communicative depuis un certain temps. Pendant un rallye, le discours de la personne devient soudainement très clair. Elle peut se remémorer des souvenirs, commencer à faire des projets pour l'avenir, ou faire des demandes ou des excuses à des membres de la famille ou des amis. Cette soudaine augmentation de la communication peut parfois être alarmante pour les proches, en particulier si la personne décède d'une démence, de la maladie d'Alzheimer ou d'un autre trouble cérébral affectant sa capacité à communiquer efficacement. Une personne en rallye peut aussi commencer à demander des aliments ou des boissons spécifiques. Ces demandes sont généralement très précises et concernent souvent des plats ou des mets d'enfance, voire des favoris de longue date. Dans certains cas, la personne mourante peut exprimer des peurs, ou l'absence de peur, concernant la mort. Cela peut également être accompagné du désir de faire des excuses, de résoudre des conflits persistants, ou de s'assurer que la personne bien-aimée, un animal de compagnie, une voiture ou une maison soit pris en charge après leur départ. Voir des animaux ou des personnes absentes est un autre signe de rallye. Une personne mourante peut voir et commencer à parler à des proches décédés, des animaux ou des amis, ou commencer à en parler. Mon expérience. Ma grand-mère, Virginia, est décédée le 3 mars 2023 à l'âge de 89 ans après avoir souffert d'une démence extrême et d'un déclin rapide de sa santé. Elle avait perdu une fille, Pat, et un fils, Joe, avant elle, tous deux décédés de causes auto-infligées. Elle n'était pas particulièrement religieuse, tout comme ma mère, sa fille survivante. Elle était en soins palliatifs depuis un peu plus d'1 mois, et les infirmières nous avaient dit que son espérance de vie était très réduite et qu'elle n'avait probablement que 1 ou 2 jours à vivre. La famille était venue la voir, apportant des fleurs, des ballons, des cartes, etc. Ce matin-là, c'était juste ma mère et moi qui étions là. Ma grand-mère était dans un état comateux, fortement sédatée et incohérente. Nous lui tenions la main et lui parlions, mais elle ne répondait pas. Soudainement, comme un interrupteur qu'on aurait allumé, ses yeux se sont ouverts et elle est devenue totalement lucide. Elle m'a regardé, m'a souri et a dit mon nom. J'étais complètement choqué. Elle m'a pris dans ses bras, a pris ma mère dans ses bras, puis a commencé à demander où elle était et comment elle était arrivée là. Nous lui avons expliqué qu'elle était malade et qu'elle se trouvait à l'hôpital. Elle a alors dit qu'elle s'était perdue dans un long couloir et qu'elle essayait de trouver la sortie. Elle nous a expliqué qu'elle entendait nos voix et qu'elle avait vérifié chaque porte, mais qu'il n'y avait qu'une lumière vive dans les chambres, jusqu'à ce qu'elle nous trouve enfin. Elle a ensuite regardé dans le coin de la pièce et a dit « Oh mon Dieu, Joseph, son fils décédé,
ça fait tellement longtemps que je ne t'avais pas vu, il a l'air tellement bien. » Littéralement, au même moment où elle lui parlait, l'un des ballons dans la pièce a éclaté. Elle n'a apparemment pas remarqué le ballon et a commencé à parler à Pat, sa fille décédée, proclamant à ma mère et à moi combien elle était heureuse de les revoir après tout ce temps. Elle a ensuite commencé à écouter quelqu'un avec attention, puis nous a dit « Tout le monde m'attend pour que je vienne m'asseoir et manger à la grande table, ça vous dérange si je vais avec eux ?» Nous lui avons dit d'y aller, et elle a souri, et elle est morte moins de 2 minutes plus tard. Cela a été l'une des expériences les plus tristes, étranges, mais aussi éclairantes que j'ai jamais vécues. Je partage cela pour voir si d'autres ont vécu des expériences similaires et, je suppose, pour trouver un terrain commun avec d'autres, car je suis encore en train de traiter tout cela. Merci. Quand j'étais enfant, à chaque réunion de famille, mon grand-père était toujours un peu en retrait. On le retrouvait presque toujours allongé sur un canapé, à moitié endormi, pendant que tout le monde riait et discutait autour de lui. Avec les années, il s'est mis à bouger de moins en moins, jusqu'à ne plus venir du tout au repas. À la fin, il passait la plupart de ses journées au lit, enfermé dans un silence que plus personne ne savait vraiment comment rompre. Le matin de sa mort, il s'est passé quelque chose d'inattendu. Ma grand-mère dormait dans une autre chambre, comme il le faisait depuis qu'il était trop faible pour se lever la nuit. Elle a été réveillée par sa voix. Il se tenait dans l'encadrement de la porte et lui a simplement demandé comment elle allait. Il était très tôt, et elle, encore à moitié endormie, lui a répondu machinalement avant de se rendormir. Quand elle s'est levée plus tard, elle l'a trouvé étendu sur le sol de sa chambre. Autour de lui, il y avait ses bibelots préférés, ses souvenirs de voyage, quelques vieilles photos et des objets qu'il avait gardés toute sa vie. Cet homme que je n'avais jamais vu faire le moindre effort depuis plus de 10 ans avait trouvé la force, dans ces dernières heures, de se lever, de fouiller dans ses affaires et de se replonger dans sa propre histoire. C'était comme s'il avait voulu revoir une dernière fois les fragments de sa vie avant de lui dire adieu. Je ne l'ai jamais vraiment connu. Mais en m'asseyant près de ces objets, en regardant ce qu'il avait choisi de sortir, j'ai eu l'impression de le comprendre un peu. Chacun de ses souvenirs parlait à sa place, racontait ce qu'il n'avait jamais su dire. Le père de mon ami a vécu cela. Il se battait contre une maladie depuis un certain temps, peut-être presque une dizaine d'années, et son état s'était tellement aggravé qu'il était placé en soins palliatifs. Il déclinait de jour en jour, jusqu'au moment où, soudainement, il sembla reprendre vie. Pour la première fois depuis plusieurs jours, il était lucide et décida même de se lever pour marcher un peu. Il n'arrêtait pas de dire à quel point il se sentait mieux et pensait qu'il avait simplement attrapé un rhume ou une grippe, même si ses symptômes n'avaient rien à voir avec cela. Il affirmait se sentir mieux que depuis des années et voulait que toute la famille parte en vacances ensemble, chose qu'il n'avait pas faite depuis longtemps à cause de sa maladie. Les médecins étaient perplexes et ne cessaient de répéter à mon ami et à sa mère qu'il était encore gravement malade et qu'il ne devait pas sortir. Il se disputa avec eux pendant presque 1 heure, insistant pour rentrer chez lui, avant de finalement accepter de rester une nuit de plus pour des examens. Il était parti avant le lendemain matin. En l'espace d'1 heure, son état se dégrada brutalement, il retomba dans sa condition précédente et mourut quelques heures plus tard. Au total, il eut presque 2 jours durant lesquels il redevint son « lui » d'avant, auprès de sa famille. On peut y voir une légère consolation, mais mon ami fut anéanti. Ma tante mourait d'un cancer du cerveau, et à ce stade, la morphine l'avait complètement coupée du monde. Nous restions là, dans sa maison, à attendre sans trop savoir quoi faire. Elle marmonnait parfois des mots incompréhensibles, mais la plupart du temps, elle restait allongée, immobile, plongée dans une sorte de sommeil sans fin. Puis, sans prévenir, elle s'est redressée d'un coup. Son regard, jusqu'alors vide, s'est soudain éclairci. Elle a cherché son fils du regard et lui a demandé de s'approcher. Sa voix tremblait, mais elle parlait avec une lucidité bouleversante. Elle lui a dit « Je ne sais pas combien de temps il me reste, mais je veux que tu saches que je suis toujours là. Je comprends tout,
même si mon cerveau ne suit plus. C'est bien moi qui te parle. Je t'aime et je serai toujours avec toi. Puis elle s'est recouchée, comme si ce dernier effort avait vidé ce qu'il lui restait de force. Elle est morte le soir même. Cela fait plus de 20 ans maintenant, et pourtant, chaque fois que j'y repense, j'ai encore cette même sensation étrange, ce mélange d'incrédulité et de tendresse. C'était comme si, l'espace d'un instant, elle avait réussi à franchir le brouillard de la maladie pour dire adieu à ceux qu'elle aimait vraiment. La tête de David était littéralement remplie de cancer du poumon. En tant que chirurgien orthopédiste, j'ai été appelé pour m'occuper de ses os du bassin et de la hanche cassée par les métastases croissantes. Son apparente nonchalance face à la douleur et à la chirurgie était clairement due à son souci pour sa magnifique et jeune famille, sa femme Carole, infirmière, et ses 3 enfants, qui étaient là chaque nuit. Cependant, il ne pouvait plus maintenir cette attitude décontractée au cours des 2 semaines suivantes, son discours a commencé à devenir confus, puis incohérent. Il a cessé de parler, puis de bouger. Lorsque ses médecins ont refait un scanner de sa tête, il ne restait presque plus de cerveau. La machine cérébrale était presque inexistante, remplacée par des masses de matière grise en croissance anarchique. En même temps que cette machine partait, David semblait lui aussi partir. Aucune expression, aucune réaction à tout ce que nous faisions. Autant que je pouvais en juger, il n'était tout simplement plus là. C'était particulièrement mauvais dans la chambre ce vendredi lorsque j'ai fait mes rondes du soir. La famille était là, avec des visages tristes, pleins de larmes. Sa respiration était devenue agonale, ce genre de mouvement respiratoire haletant qui précède immédiatement la mort. Je savais que Carole avait vu cela et qu'elle savait ce que cela signifiait. Le lendemain matin, le soleil inondait la chambre lorsque j'y suis retourné. Le lit était à hauteur de poitrine, fait et vide, avec des draps propres et frais sur le matelas en vinyle. Alors que je m'apprêtais à partir, une infirmière m'a bloqué le passage, une vieille dame irlandaise avec un air triste sur le visage. Elle avait pris soin de David la nuit précédente. Il s'est réveillé, vous savez, docteur, juste après que vous soyez parti, et il a dit au revoir à tout le monde. Comme si je vous parle ici. Comme un miracle. Il leur a parlé, les a caressés et a souri pendant environ 5 minutes. Puis il est retombé dans l'inconscience, et il est décédé dans l'heure. Mais ce n'était pas le cerveau de David qui l'avait réveillé pour dire au revoir ce vendredi. Son cerveau avait déjà été détruit. Les métastases avaient en fait remplacé la plupart du tissu cérébral. Ma mère a connu un moment comme celui-là, mais ce n'était ni paisible ni réconfortant. C'est même l'un des pires souvenirs de ma vie. Depuis des semaines, le cancer du sein l'avait peu à peu vidé d'elle-même. Elle avait commencé à se comporter comme une patiente atteinte de démence, perdue dans des pensées sans suite, incapable de reconnaître parfois où elle était. La maladie la rongeait depuis 2 ans, mais elle refusait catégoriquement d'accepter l'idée de mourir. Parler d'un testament ou de funérailles était impensable pour elle. Elle était convaincue qu'elle allait s'en sortir, comme si le simple fait d'y croire suffisait à repousser la fin. Dans les derniers jours, elle ne parlait plus du tout. La morphine la tenait loin de tout, comme enfermée dans un brouillard sans retour. J'étais justement au téléphone avec sa sœur pour lui dire de venir, que le moment était venu, quand tout a basculé. Ma mère s'est levée, toute seule, après des semaines sans pouvoir marcher. Elle a traversé la pièce, m'a pris le téléphone des mains et, d'une voix étonnamment ferme, a dit à sa sœur qu'elle allait très bien et qu'il n'y avait aucune raison de venir. Puis elle a exigé de voir son oncologue. Elle ne voulait ni parler à mon père ni à nous, ses enfants. Elle voulait qu'on lui dise qu'il y avait encore une chance, qu'elle pouvait recommencer la chimiothérapie. Le médecin est venu, et devant nous, il a dû lui dire la vérité en face. Que le traitement ne faisait plus rien, que son corps ne répondait plus. Je l'ai vu encaisser ces mots sans un geste, comme si elle refusait de les entendre. Le lendemain matin, elle est morte avant que le reste de la famille n'arrive. Elle n'a laissé ni adieu, ni dernier mot. Seulement ce moment de lucidité qui, au lieu de rassembler les siens, a servi à poursuivre le combat qu'elle refusait d'abandonner.
Je crois que c'est ce qui me bouleverse encore aujourd'hui, elle n'a pas eu sa paix. Elle a quitté ce monde en se battant jusqu'à la dernière minute, incapable d'accepter qu'elle n'avait plus à se battre. Le dernier jour de la vie de mon père, en mai 2018, après plusieurs mois marqués par certains des pires symptômes et comportements de la maladie d'Alzheimer, je suis allé lui rendre visite l'après-midi en soins palliatifs. À mon arrivée, il était endormi. Une des infirmières est entrée pour lui donner à manger à la cuillère. Il a ouvert les yeux, a pris quelques gorgées, puis m'a regardé avant de se rendormir. Je lui tenais la main, et environ 15 minutes plus tard, il a rouvert les yeux. Il y avait dans son regard une lueur que je n'avais pas vue depuis des mois. Il a souri et a dit « Tu es encore là ? Espèce de petit diable !» Je lui ai souri en retour et lui ai répondu « Oui. Nous sommes tous les deux encore là. » J'ai allumé FaceTime et appelé ma mère pour qu'ils puissent se parler et se voir. L'expérience était magnifique. Nous avons eu une conversation parfaitement normale et pleine d'amour, puis, après quelques minutes, mon père s'est rendormi. J'ai continué à lui tenir la main pendant un moment, mais je savais que j'avais reçu un cadeau véritablement extraordinaire. Je suis parti pour retourner chez moi, et environ 3 heures plus tard, l'un de mes frères m'a appelé de l'hospice pour me dire que mon père était en train de mourir et que je devais venir. J'ai décliné, car j'avais déjà dit au revoir. Ce moment a été une véritable bénédiction. La meilleure hypothèse que j'ai entendue à ce sujet venait d'un professeur de psychologie en licence qui disait que lorsque ton cerveau réalise que la mort est imminente, il entre dans un mode de survie totale. Il commence à fouiller frénétiquement dans ses souvenirs, à la recherche de quelque chose qui pourrait l'aider à survivre. C'est littéralement un processus où le cerveau scrute tout ce qu'il sait, en cherchant une expérience qui pourrait correspondre assez bien à ce qu'il vit, parce que, si c'est déjà stocké quelque part, c'est que ça a dû fonctionner, puisque tu as survécu. Comme ton cerveau passe tout en revue, il le fait en mode verbeux, ce qui fait que tu vois tout cela dans ta tête, ce qui explique ce phénomène de ta vie qui défile devant tes yeux, que beaucoup de gens rapportent après une expérience de mort imminente. Cela semble logique qu'un cerveau atteint de démence puisse se retrouver dans ce mode où il pense que la fin approche, et qu'il fasse ce genre de recherche intensive dans ses archives de mémoire, comme une commande, cherchant désespérément à se raccrocher à des souvenirs pour donner un sens à l'instant présent. Peut-être que, dans ce processus, le cerveau traite ces souvenirs comme de nouvelles informations et les intègre comme si ce étaient des mémoires récentes. J'ai ma propre théorie un peu farfelue qui dit que tout cela est lié à la manière dont le rêve renforce la mémoire, et pourquoi le truc de rester éveillé pour réviser, dormir pour retenir fonctionne. C'est fascinant de voir à quel point le cerveau peut être une machine à chercher des réponses, même quand il est confronté à une fin inévitable. Il semble chercher à se sauver de ce qu'il sait être son dernier acte. Et dans le cas de la démence, ce mécanisme peut donner l'illusion de retrouver une forme de clarté, de contrôle sur quelque chose que la maladie a emporté. La lucidité terminale et les expériences de mort imminente semblent effectivement liées de manière cryptique, bien que, à première vue, ces deux phénomènes n'aient rien à voir avec la survie de la conscience après la mort. Cependant, il est possible que cette relation apparente soit trompeuse, car la TL se produit souvent à une période très proche de la mort. La lucidité terminale semble principalement être un phénomène de clarté mentale et de mémoire, et elle évoque certainement le rappel panoramique des souvenirs, un élément fréquemment observé dans les EMI. Quelques cas intéressants impliquent des victimes de AVC paralysées qui ont décongelé brièvement pendant une poussée de lucidité terminale, comme si elles avaient non seulement accès à leur mémoire, mais aussi à des états antérieurs de leur physiologie, quand elles étaient encore capables. Je ne vais pas affirmer que l'ajustement du présent spécieux est la seule explication possible de ce phénomène, même si c'est une idée qui m'intéresse actuellement. Il pourrait y avoir une explication neurologique, mais il reste difficile de comprendre comment des patients dont le cerveau est en grande partie détruit peuvent soudainement retrouver une clarté mentale complète. Cependant, il semble y avoir certaines règles à ce phénomène. Ce n'est pas une amélioration gratuite. Par exemple, on ne retrouve pas ce que l'on n'a jamais eu.
Les patients atteints du syndrome de Down ne deviennent pas neurotypiques, ceux qui ont une déficience depuis toujours ne la surpassent pas. Si un patient a eu une blessure cérébrale liée à un manque ou un excès d'oxygène à la naissance, comme cela se produisait fréquemment au milieu du XXe siècle, il ne recouvrera pas un fonctionnement normal pendant la TL. En d'autres termes, vous ne récupérez en TL que ce que vous avez eu à un moment donné de votre vie, et plus ce moment est récent, mieux c'est. Cela signifie aussi que vous ne mourrez pas nécessairement dans un état de lucidité. Ce phénomène peut en fait être un double tranchant pour les familles. Il peut sembler que leurs proches s'améliorent, mais en réalité, cette amélioration est généralement de courte durée, et il est probable qu'ils soient sur le point de mourir dans les jours, voire les heures qui suivent. Mon hypothèse favorite est que certains aspects de l'esprit du patient remontent progressivement à travers les différents états qu'il a traversés au cours de sa vie, par un changement dans le présent spécieux, l'illusion de l'instant présent. Cela aurait des implications pour la survie de la conscience. Mais ce n'est pas tout à fait en accord avec mon propre raisonnement. J'ai déjà dit que les dilatations du présent spécieux réduisent l'agentivité, ce qui signifie que ceux qui vivent des expériences mystiques ne peuvent pas faire grand-chose. Un individu ayant une émie ne peut souvent pas agir de manière significative. Leur agentivité est souvent définie par ce qu'ils ne peuvent pas faire, toucher des objets, communiquer avec des vivants, etc. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'agentivité dans ce cas, mais peut-être existe-t-il un principe permettant une influence croisée, temporellement, sur leur vie. Cependant, les patients en lucidité terminale semblent être dans le moment, en train de discuter, de montrer de l'énergie et de retrouver une certaine forme d'agentivité. Cela entre en contradiction avec l'idée du présent spécieux. Néanmoins, peut-être existe-t-il différentes voies par lesquelles ces phénomènes peuvent se produire. Il est important de noter que tout cela se déroule souvent pendant la même fenêtre temporelle que celle des hallucinations des mourants. Enfin, l'idée que les souvenirs sont des traces stockées dans le cerveau est un concept toujours problématique. Nous savons comment les systèmes de stockage fonctionnent, même des réseaux associatifs comme les modèles de langage de l'IA moderne, mais rien de tout cela ne se comporte véritablement comme la mémoire humaine. Cela ne permet pas d'expliquer pourquoi certains individus ayant vécu une émie semblent avoir accès simultanément à chaque moment de leur vie, comme l'a témoigné, par exemple, Alan Pring. D'un point de vue matérialiste réductionniste, ce phénomène semble effectivement impensable. On ne peut pas affirmer que les souvenirs et tout ce qui constitue ce que nous appelons le soi, l'âme ou tout autre terme similaire, sont stockés dans le cerveau, puis prétendre que lorsque ce cerveau est détruit par une maladie grave, quelque chose de miraculeux se produit pour permettre une sorte de reconstruction spontanée, sans explication logique. Ce genre de raisonnement ne relève pas seulement de l'irréalisme scientifique, mais semble aussi vouloir jongler avec des concepts métaphysiques tout en se réclamant de la science. Il est facile de critiquer le matérialisme pour son incapacité à expliquer pleinement des phénomènes comme la lucidité terminale, mais nous ne devrions pas nous arrêter là. Qu'est-ce qui se passe réellement dans des histoires extraordinaires comme celle de Madame Emmer ? Bien sûr, toute proposition ici risque de plonger dans des eaux spéculatives, mais essayons tout de même d'explorer honnêtement. Je pense que ce que les humains appellent le monde physique n'est rien d'autre qu'une sorte d'interface perceptuelle, une projection, similaire à l'écran d'un ordinateur ou au cadran d'un tableau de bord d'avion. Cela ne signifie pas que le monde est une simulation informatique, mais cela implique que nous n'interprétons pas la réalité telle qu'elle est fondamentalement. Comme le suggèrent les théories de personnes comme Carl Friston, avec son principe de l'énergie libre, et Donald Hoffman, avec son argumentation évolutive, nous n'avons absolument aucune raison de croire que nous percevons la réalité brute, telle qu'elle existe à un niveau fondamental. Si nous la percevions de cette manière, nous ne serions tout simplement pas capables de survivre. En conséquence, ce que nous voyons comme réalité physique est simplement ce à quoi la réalité ressemble lorsqu'on l'observe sous une perspective donnée. C'est une représentation de ce qui se passe réellement, et non la réalité elle-même. Alors, qu'est-ce que le monde ? Autant que nous puissions en juger, je propose qu'il soit ce principe fondamental que chaque être humain expérimente par-dessus tout le reste, l'activité mentale elle-même. Tout ce que vous savez, ou croyez savoir, sur le monde vous est connu à travers votre expérience qualitative de celui-ci, et le matérialisme n'a aucune explication pour l'expérience.
Il présente des hypothèses floues, mais ne parvient jamais à expliquer comment un état cérébral devient un état mental. En d'autres termes, je pense que la réalité est fondamentalement une seule conscience universelle, et que nous, les humains, et tous les autres êtres conscients, pour être précis, sommes comme des personnalités dissociées de cette conscience universelle. Autrement dit, nous sommes les multiples personnalités de l'univers lui-même. Alors, comment cela pourrait-il expliquer le cas de Madame Emmer ? Ce qui se passe, c'est que non seulement nous sommes des altérations dissociées de l'univers, mais nous existons également dans un système hiérarchique de mentalité. Nos propres champs de subjectivité sont comme des bulles isolées, de plus en plus petites au sein de bulles de plus en plus larges. Ainsi, à mesure que la mort physique approche, la barrière de notre propre bulle se fragmente et permet un accès renouvelé à un ordre supérieur de mentalité, ce qui expliquerait pourquoi certains patients en lucidité terminale semblent avoir une capacité mentale accrue. Enfin, certains pourraient poser la question, d'accord, ça semble assez étrange, mais ton scénario suggère-t-il que la lucidité terminale devrait se produire chez tout le monde ? Pourquoi cela semble-t-il être sélectif chez certaines personnes ? Bonne question. Je répondrai que le scénario que j'ai décrit ne sous-entend pas que la mentalité de niveau supérieur soit comme une vague naturelle qui submerge une personne, qu'elle le veuille ou non. Le fait que ce phénomène semble dépendre de l'individu lui-même suggère qu'il y a une forme d'intelligence derrière tout cela. C'est la conclusion qui me paraît la plus évidente, bien que je sois réticent à m'avancer davantage dans des conjectures. J'ai entendu dire que la lucidité terminale pourrait être liée à une sorte de reconnexion finale du cerveau, comme si ce dernier essayait de se réorganiser une dernière fois. Mais pourquoi à ce moment précis ? Selon cette hypothèse, certaines voies neuronales se réactiveraient temporairement, ou bien le cerveau, qui continue à traiter inconsciemment des souvenirs, parviendrait à les rendre brièvement accessibles. Je ne sais pas si cela est vraiment plausible. À ma connaissance, aucune étude approfondie n'a encore été menée sur le sujet, donc il n'existe pas de consensus scientifique clair. Personnellement, je pense que cela pourrait être lié à une libération massive de neurotransmetteurs, une sorte de dernier effort désespéré du cerveau. L'activité cérébrale au moment de la mort serait beaucoup plus intense que la normale, et chez des patients atteints de perte de mémoire due à la dégénérescence, cette hyperactivité pourrait temporairement compenser des synapses défectueuses ou rétablir certaines connexions interrompues. Selon le type de tissu et le degré de détérioration, il serait alors possible de retrouver un certain fonctionnement neuronal. Cette idée repose en partie sur les effets des alcaloïdes tryptaminiques, connus pour accroître l'activité et le pourcentage de zones cérébrales utilisées. Certaines études montrent également une légère prolifération neuronale sous l'effet de certaines tryptamines. De plus, la libération d'adrénaline par le système nerveux pourrait augmenter les stimuli électriques et le nombre de potentiels d'action. En somme, lorsque le cerveau comprend que la situation est désespérée, il réagit de manière désordonnée, en essayant tous les mécanismes possibles. Chez des patients dont la santé cérébrale reste relativement bonne, cela peut se manifester par du délire. Pour ceux souffrant de maladies neurodégénératives, cela pourrait temporairement restaurer une partie des fonctions cérébrales encore actives. Il existe aussi des hypothèses concernant une libération naturelle de DMT, mais aucune preuve concrète ne les soutient à ce jour. L'alcaloïde tryptaminique auquel je fais référence est principalement la psilocine, actuellement testée pour le traitement des addictions, de la dépression et d'autres troubles. Bien qu'elle ne soit pas produite naturellement par le corps, ses effets sur les neurotransmetteurs pourraient être reproduits par un cerveau en phase de mort. Ce phénomène serait donc comparable, dans une certaine mesure, aux hallucinations provoquées par des crises d'épilepsie. J'ai récemment découvert un phénomène appelé la lucidité terminale. C'est ce moment étrange et presque déroutant où des personnes sur le point de mourir, parfois même atteintes de démence avancée ou plongées dans un état de déclin profond, retrouvent soudain toute leur clarté d'esprit. Elles reconnaissent leurs proches, parlent avec cohérence, ou semblent tout à coup apaisées, comme si un voile s'était levé juste avant leur départ. En tant que chrétien, cette idée m'a profondément marqué. Et si ce moment n'était pas seulement un hasard biologique ? Et s'il s'agissait d'un dernier geste de Dieu,
une ultime invitation? J'aime imaginer que cette lucidité soudaine puisse être une forme de miséricorde divine, un temps offert pour se tourner vers lui, pour se réconcilier, pour prononcer enfin un mot de pardon ou de foi. Une fenêtre fragile mais réelle, ouverte juste avant que la vie terrestre ne s'achève. Cela me rappelle l'histoire du malfaiteur crucifié aux côtés du Christ. Cet homme n'a rien eu à offrir, aucun passé de vertu, aucune œuvre à présenter. Pourtant, au dernier instant, il a levé les yeux vers Jésus et a trouvé le salut. Peut-être que, dans ces moments de lucidité, Dieu offre à d'autres âmes la même possibilité de se tourner vers lui, même après des années d'ombre ou d'oubli. Bien sûr, ce n'est pas une doctrine formelle ni un enseignement biblique explicite. Mais je crois que Dieu agit souvent dans les interstices, dans ces détails de la vie qui échappent à notre compréhension. Pourquoi ne se servirait-il pas de ce dernier instant, lorsque le corps s'affaiblit mais que l'esprit s'éveille une dernière fois? Cette idée peut sembler mystique, mais elle s'accorde avec le cœur de la foi chrétienne, la patience de Dieu, sa miséricorde, son désir profond que personne ne soit perdu. J'y vois un écho de cette tendresse divine qui dépasse nos raisonnements et nos dogmes. Je me demande alors si d'autres ont déjà entendu parler de cette interprétation. Pensez-vous qu'elle puisse s'inscrire dans la théologie chrétienne? Trouve-t-on des traditions ou des récits spirituels qui la rejoignent? Ou bien est-ce qu'une lecture pleine d'espérance d'un mystère qui nous dépasse? Ces améliorations sont généralement de courte durée, pas progressives, et surviennent après une période de déclin. Mon beau-père était alité et incontinent depuis des mois, mais il pouvait encore se redresser un peu, parler et manger seul au lit. À un moment donné, il est devenu très léthargique et lent à répondre. On nous a appelés pour nous dire qu'il ne lui restait probablement que 72 heures à vivre. Quand nous sommes arrivés le lendemain matin, il était assis, en train de manger un hamburger, parfaitement éveillé. Il est resté dans cet état pendant environ 3 semaines avant de redevenir léthargique, presque inconscient, incapable de vraiment communiquer, puis il est décédé environ 36 heures plus tard. Pendant les 9 mois où il était alité et incontinent, il vivait dans un établissement de soins, maison de repos. Il était beaucoup plus stable à cette période que durant les années précédentes, car il ne tentait plus sans cesse de se lever pour aller aux toilettes, et sa nourriture, ses liquides et ses médicaments étaient bien gérés. À la maison, il y avait souvent des conflits entre lui, sa femme et son fils, et la situation était plus chaotique. Il tombait fréquemment. Plus tard, nous avons compris que ma belle-mère souffrait de la maladie d'Alzheimer, ce qui expliquait notre mauvaise compréhension de la situation médicale. Avec le recul, nous ne sommes même pas certains qu'elle les nourrissait correctement lorsqu'on n'était pas là. Elle avait toujours été responsable des courses et des repas, c'était une excellente cuisinière. Elle prenait aussi beaucoup de notes lors des rendez-vous médicaux, alors nous pensions qu'elle gérait tout parfaitement et que les problèmes venaient surtout de son mari, qu'on croyait obstiné et imprudent, d'où ses nombreuses chutes. Nous savions qu'elle était épuisée par le rôle d'aidante, alors, quand nous venions, nous prenions en charge les courses et la cuisine. Cela nous empêchait de voir qu'elle n'était pas seulement fatiguée ou stressée, mais qu'elle perdait en fait ses capacités exécutives à cause de la maladie d'Alzheimer. Quoi qu'il en soit, mon beau-père était plus stable sur les plans médical, physique et psychologique à la maison de repos, car il y recevait des soins mieux adaptés à son stade de démence non spécifié. Sous certains aspects, il allait mieux, même si sa démence continuait évidemment de progresser, puisqu'elle a été la cause directe de sa mort. Cette amélioration n'était pas un épisode de lucidité terminale, mais simplement le résultat de soins appropriés. Les 3 dernières semaines de sa vie, en revanche, étaient ce que je qualifierais de lucidité terminale, ou plus précisément, d'un dernier sursaut avant la mort. Mon histoire préférée à ce sujet ne relève pas tout à fait de la lucidité, mais plutôt d'un étrange sursaut d'énergie. C'était à l'époque où je travaillais encore comme jeune médecin dans un service de soins palliatifs. Nous avions un vieux monsieur atteint d'un cancer de l'intestin. Depuis plusieurs jours, il ne réagissait plus à rien. Son corps s'éteignait lentement, comme c'est souvent le cas à ce stade de la maladie, lorsque les fonctions vitales se ferment une à une. Un matin,
2 de mes collègues, une infirmière et une aide-soignante, sont entrés dans sa chambre pour lui faire sa toilette quotidienne. Elle s'attendait à le trouver endormi, comme toujours. Mais en ouvrant la porte, elles se sont figées. Le vieil homme était assis bien droit au milieu du lit, complètement nu, parfaitement éveillé, et affichant une vigueur inattendue, disons à tous les niveaux. Il les a regardés d'un air malicieux et leur a lancé, d'une voix étonnamment assurée, « Asseyez-vous là-dessus ». Les deux en ont éclaté de rire, incapables de garder leur sérieux, et ont dû quitter la chambre pour reprendre leur souffle. Un moment absurde, presque irréel, au milieu d'un service où la mort rôde en silence. Le vieil homme est retombé dans l'inconscience peu après. Il s'est éteint paisiblement le lendemain. C'était une fin aussi imprévisible que touchante, un dernier éclat de vie qui rappelait, à sa manière, que même aux portes de la mort, l'humanité garde parfois un étrange sens de l'humour. Mon père était en train de mourir d'une insuffisance pulmonaire. Il avait 85 ans et, à cause du tabac, d'un poumon effondré 30 ans plus tôt et de nombreux épisodes de pneumonie, il souffrait d'une grave bronchectasie. Nous l'avions mis sous tous les traitements possibles, et ils ont très bien fonctionné pendant plusieurs années, mais à la fin, ses poumons étaient devenus trop abîmés pour continuer à travailler. Il ne pouvait plus évacuer le mucus et l'un de ses poumons ne servait plus à rien. En quelques jours, son état s'est rapidement dégradé. Il était bien sûr sous oxygène, et même si ses taux d'oxygène restaient corrects, il ne parvenait plus à éliminer le dioxyde de carbone, ce qui l'empoisonnait lentement. Finalement, à cause de sa faiblesse et de son besoin de repos, les médecins lui ont administré de la morphine pour stabiliser sa respiration et calmer sa toux. Cela l'a plongé dans un profond sommeil. Il est resté dans le coma toute la journée. Plus tard dans la soirée, ma mère a pu rester avec lui à l'hôpital. Il a fait un appel vidéo avec mon frère et moi, et il était plus lucide et articulé qu'il ne l'avait été depuis 1 an. J'ai ressenti de l'espoir, non pas qu'il puisse rentrer à la maison, mais qu'il tienne le coup jusqu'à pouvoir entrer en soins palliatifs. Le lendemain, il est retombé dans le coma. Il était présent, mais ailleurs, détaché du monde. Les seuls signes de vie étaient sa respiration et le fait qu'il murmurait les paroles du « Notre Père » lorsque son pasteur est venu lui rendre visite. J'ai passé des heures à ses côtés, à lui lire des passages, mais il ne réagissait plus. Il est décédé plus tard dans la nuit. Ma mère s'est levée pour aller le voir, il respirait encore. Elle est allée aux toilettes et, pendant ce court moment, il est parti discrètement, comme s'il avait fait une sortie à l'irlandaise. Cet appel en visio me revient toujours en tête quand je pense à la lucidité terminale. C'était ça. Il était clair, lucide, plein d'énergie, et ses mots étaient nets. Mon père souffrait d'un cancer du cerveau en phase terminale. Il était à la maison, suivi par les soins palliatifs, sous de fortes doses d'antidouleurs, et son esprit s'était peu à peu effacé sous l'effet de la maladie. La plupart du temps, il ne reconnaissait plus personne, perdu dans un brouillard dont on sentait qu'il ne reviendrait pas. Un après-midi pourtant, tout a changé. Sans prévenir, il a ouvert les yeux avec une clarté que nous n'avions plus vue depuis longtemps. Il a demandé à parler à mon frère, qui vivait à l'autre bout du pays. J'ai pris le téléphone, un peu nerveux, et je l'ai prévenu que papa n'était plus vraiment lui-même ces derniers temps. Puis je lui ai passé l'appareil. Et là, quelque chose d'inattendu s'est produit. Mon père a parlé longtemps, calmement, avec une lucidité parfaite. Il a dit à mon frère qu'il était fier de lui, qu'il l'aimait, qu'il avait toujours su qu'il deviendrait un homme bien. Leur échange était simple, sincère, sans hésitation, comme si la maladie s'était retirée juste le temps qu'il lui dise adieu. Quand il a raccroché, il a souri faiblement, puis il s'est rendormi. Le lendemain, il ne s'est plus réveillé. Il est resté dans un coma paisible pendant quelques jours avant de partir. Je repense souvent à ce moment. Ce n'était pas seulement un sursaut de conscience, mais une grâce. Comme si Dieu lui avait offert un dernier instant de clarté pour dire ce qu'il portait encore dans le cœur.
Mon mari est dans une maison de soins pour personnes atteintes de troubles de la mémoire. Je vais le voir tous les jours et j'ai fini par connaître les autres résidents, autant qu'on peut les connaître quand ils sont à des stades différents de démence. Il y avait cette femme, en fauteuil roulant, incapable de se nourrir seule et non verbale. Les aides la plaçaient à une table dans la salle commune, et elle y restait, sauf pendant les repas ou pour être changée. Elle ne disait jamais un mot. Il y a environ 3 semaines, je suis arrivé pendant le petit déjeuner et elle était assise à la table, en train de se nourrir toute seule, alors qu'auparavant une aide devait la nourrir. Ensuite, ils ont commencé à la placer directement devant la télévision, et elle semblait apprécier ce qui passait à l'écran. Si je voyais que le canal devait être changé, je lui demandais si je pouvais changer de chaîne pour elle et elle se tournait vers moi et parlait. Ça ne faisait aucun sens, mais je lui répondais et nous échangions jusqu'à ce que je trouve quelque chose qu'elle voulait regarder. Il y a 3 semaines, j'ai remarqué qu'elle n'avait pas été sortie de sa chambre, et cela a duré pendant 2 semaines, puis elle a simplement disparu. Il s'est avéré que sa famille l'avait emmenée chez elle pour qu'elle puisse passer ses derniers moments entourée de ses proches. Elle est décédée 1 semaine après être rentrée chez elle. Ce qui me trouble, c'est qu'elle n'était pas physiquement diminuée, elle avait un corps plein et semblait être une femme qui aurait pu être très forte. Ces 2 dernières semaines, elle était tellement engagée et j'ai apprécié ces petits moments que nous avons passés ensemble. J'ai travaillé il y a des années dans un hôpital pour enfants où la plupart des enfants étaient en fin de vie, souvent à cause du cancer. Ils étaient si malades, rarement éveillés, mais je me souviens si clairement de ces moments où ils se redressaient, souriaient, parlaient à leur famille et semblaient aller mieux. Leurs parents étaient tellement excités à l'idée qu'ils allaient guérir et, bien sûr, ils décédaient dans les jours suivants. Quand j'ai vu à quel point cette femme était engagée, ma première pensée a été qu'elle allait probablement partir bientôt, et c'est ce qui s'est passé. Quel phénomène étrange, à la fois une bénédiction et une malédiction. Ma mère était en soins palliatifs depuis quelques semaines. Les médicaments qu'elle prenait la laissaient presque absente, prisonnière d'un demi-sommeil dont elle semblait ne jamais pouvoir sortir. Puis, un jour, sans raison apparente, elle a eu un sursaut d'énergie, une clarté soudaine qui a tout changé pendant un court instant. Elle s'est redressée sur le canapé, le regard vif, et m'a demandé de lui apporter le courrier. Elle voulait régler les factures qu'elle n'avait plus payées depuis des mois. Elle répétait que c'était son rôle, sa responsabilité, qu'elle devait s'en occuper. Cette obstination avait quelque chose de touchant et de tragique à la fois. Puis elle a poussé un long soupir et m'a regardé. Sa voix s'est adoucie quand elle a murmuré « Je veux juste que tout redevienne normal. Mes patients me manquent. Je veux retourner au travail. » Ces mots m'ont brisé le cœur. J'ai compris à ce moment-là qu'elle savait, au fond, que la fin approchait. Un peu plus tard, alors qu'elle s'assoupissait, j'ai entendu sa voix tremblante appeler sa propre mère, morte depuis plus de 10 ans. Les jours suivants ont été terribles. La douleur s'intensifiait et elle ne pouvait plus parler. Elle gémissait, se tordait, refusant de lâcher prise. Elle criait parfois, non, encore et encore, comme si elle luttait contre quelque chose qu'elle refusait de voir venir. Il n'y avait pour elle aucune résignation, aucune douceur dans la mort, seulement ce combat acharné pour rester là encore un peu. Je lui tenais la main, incapable de faire autre chose. Je lui ai dit que tout allait bien, qu'elle pouvait partir, qu'on l'aimait. J'étais épuisé. J'ai fini par m'allonger un instant pour reprendre mon souffle. Et c'est à ce moment-là, alors que le sommeil commençait à m'emporter, que je l'ai entendu. Sa voix, claire et pleine de tendresse, « Je vous aime ». C'étaient ses derniers mots. Sa dernière respiration. Chaque fois que j'y repense, un frisson me parcourt. Ce moment, à la fois simple et immense, reste gravé comme un adieu venu du plus profond de l'amour. Ma belle-mère est sous soins palliatifs. Ses reins ont cessé de fonctionner et elle a choisi de ne pas faire de dialyse. Son état s'est fortement détérioré depuis plusieurs semaines. Aujourd'hui, nous pensons qu'il s'agissait peut-être d'une phase de lucidité terminale, mais elle n'était pas lucide du tout.
Elle s'est mise à croire que l'une de ses principales aidantes, une amie très proche qu'elle connaît depuis des années, essayait de la tuer. Cela fait plus d'une semaine qu'elle a besoin d'une aide complète, qu'on la soulève pour aller aux toilettes, incapable de faire un seul pas seule. Mais ce matin, pendant que son aide-soignante est sortie quelques minutes pour aller aux toilettes, ma belle-mère s'est enfuie de son appartement. Son aide l'a retrouvée rapidement, dans le bâtiment voisin, mais elle s'est mise à crier que cette personne l'empoisonnait avec des pilules, ces médicaments contre la douleur et les nausées prescrits par les soins palliatifs, et a refusé de la suivre. Mon mari, qui n'était qu'à 5 minutes de là, est arrivé rapidement, et sa mère s'est mise très en colère lorsqu'il a refusé de l'emmener au commissariat pour signaler cette tentative de meurtre. 1 heure plus tard, c'était comme si rien ne s'était passé, si ce n'est qu'elle jetait encore quelques regards méfiants à son amie quand elle entrait dans la pièce. 12 heures plus tard, elle n'était même plus capable d'avaler ses médicaments, et ils ont dû la transférer dans un lit parce qu'elle ne pouvait plus s'asseoir pour aller aux toilettes. Mon mari pense que cet épisode a pu être une dernière poussée d'énergie avant la mort et que sa mère est probablement très proche de la fin maintenant, peut-être à quelques jours plutôt qu'à quelques semaines. Est-ce que quelqu'un a déjà vécu une forme de lucidité terminale, qui n'était pas lucide du tout? L'infirmière en soins palliatifs venue après cet incident a dit qu'elle n'avait jamais rien vu de semblable auparavant. Ma femme a plusieurs troubles neurologiques et porte encore les blessures d'une enfance difficile. Elle est convaincue qu'en vieillissant, elle finira par sombrer dans la démence. Un jour, elle m'a dit avec ce calme résigné qu'elle garde pour les sujets graves, quand je commencerai à devenir trop compliqué à gérer, même moi dans un établissement spécialisé. Ce sera plus simple pour toi. Je sais qu'elle a sans doute raison. Si sa santé se détériore, elle aura besoin de soins que je ne pourrai peut-être pas lui donner seul. Mais malgré cela, quelque chose en moi s'y refuse. Elle m'a demandé pourquoi, sans comprendre mon hésitation. Je lui ai répondu, parce que, parfois, ces gens reviennent. Même pour un court instant. Et je ne veux pas que tu te réveilles un jour, l'esprit clair, et que je ne sois pas là. Elle est restée silencieuse un moment, et moi aussi. J'ai senti le poids de cette idée s'installer entre nous. L'idée qu'un jour, elle pourrait se retrouver perdue dans un brouillard dont elle ne sortirait que par éclair. Ces quelques minutes de lucidité où tout reviendrait, le passé, les visages, les promesses, la vie. Et si, à cet instant, je n'étais pas là? Cette pensée me hante. Imaginez qu'elle puisse reprendre conscience, ne plus savoir depuis combien de temps elle est partie, où je suis, ce qui est arrivé à ceux qu'elle aime. Se retrouver seule avec ce vertige du temps perdu. Elle a déjà traversé tant de choses, tant d'abandons. Je ne pourrais pas en être un de plus. Alors, tant que je le pourrai, je resterai à ses côtés. Même si, un jour, elle ne sait plus qui je suis, moi je saurai encore qui elle est. Pour donner un peu de contexte, j'ai des pertes de connaissance depuis environ 1 an ou 2, où mon cerveau semble s'éteindre. Je ne vois plus rien et c'est comme si je dormais, mais ça ne dure que quelques secondes et ça arrive de façon aléatoire. Ça continue de se produire et j'ai un rendez-vous prévu avec un neurologue pour faire un scanner, donc j'ai peur d'avoir une tumeur ou quelque chose de grave. Le 27 septembre, j'avais un match de football et un joueur de l'équipe adverse a frappé le ballon très fort et de très près, et il m'a touché en plein front. Je n'ai pas eu de symptômes immédiats à part un mal de tête environ 15 à 20 minutes plus tard. En rentrant chez moi, j'étais épuisé et j'ai dormi le reste de la journée. Je suis allé voir un médecin et il m'a dit qu'il était peu probable que ce soit quelque chose comme une hémorragie cérébrale, mais que les commotions se manifestent différemment selon les symptômes, donc que je devais me reposer un certain temps. Ils ne m'ont pas fait de scanner ni rien, alors je suis inquiet à l'idée que si c'était quelque chose de grave, je ne le saurais pas. Depuis, j'ai très peu d'énergie et des maux de tête tous les jours. Je passe la plupart de mon temps au lit à dormir. Je n'ai pas vraiment limité mon temps d'écran autant que je le devrais, j'en fais environ 4 à 6 heures par jour, mais hier, c'était différent. La journée a commencé comme d'habitude, j'étais très fatigué et lire ou aller sur mon téléphone me rendait mal à l'aise. Vers 3 heures de l'après-midi, j'étais allongé dans mon lit avec mon téléphone depuis un moment,
je me sentais à peu près bien, puis j'ai soudain eu une montée d'énergie. Je ne ressentais plus aucun symptôme. J'étais de nouveau en train de jouer à des jeux vidéo, j'étais excité à l'idée de rejouer au foot, j'étais plein d'énergie. Je n'ai pas pu dormir du tout, je suis resté éveillé jusqu'à 5 heures du matin, moment où j'ai réalisé que cette énergie était apparue sans raison. Ça m'a vraiment fait peur, car j'ai entendu parler de ce qu'on appelle la lucidité terminale, où les personnes très malades ou atteintes d'Alzheimer retrouvent beaucoup d'énergie juste avant de mourir et paraissent aller bien. Aujourd'hui, je n'ai clairement plus cette énergie. J'ai très peu d'appétit, peut-être parce que je me suis couché très tard, mais je me sens nauséeux et je n'ai mangé que 2 ou 3 bouchées d'une salade de poulet. J'ai très peur de mourir. Il y a environ 11 ans, quand je travaillais comme aide-soignant dans une maison de retraite, j'ai vécu une scène que je n'ai jamais oubliée. Un de nos résidents, atteint à la fois de Parkinson et de démence précoce, n'avait qu'une 60aine d'années. Il était encore robuste malgré la maladie, et quand ses gestes devenaient incontrôlables, il fallait être prudent. Un simple mouvement pouvait laisser des bleus. Ce jour-là, j'étais sur le point de le conduire en fauteuil pour le dîner. Tout semblait normal, jusqu'à ce qu'il me regarde droit dans les yeux et me demande, d'une voix claire, « On est quel jour ?» Puis, presque aussitôt, « Où est ma femme ?» J'ai dû me figer une seconde. Cet homme n'avait jamais réussi à former une phrase complète depuis que je m'occupais de lui. Le plus souvent, il ne prononçait que des sons inintelligibles ou des mots isolés. Mais là, il parlait avec une lucidité frappante, les yeux pleins de conscience. Je lui ai répondu calmement. Je lui ai donné la date, je lui ai expliqué qu'il était dans une maison de retraite et que sa femme n'était pas là pour le moment. Il a hoché la tête et, d'un ton mélancolique, il a murmuré qu'elle lui manquait. Ces mots m'ont serré le cœur, parce que je savais à quel point sa femme souffrait de ne plus être reconnue par lui. Elle me l'avait confié un jour, les larmes aux yeux, c'est comme si j'étais morte à ses yeux. Et voilà que, pour la première fois depuis longtemps, il se souvenait d'elle. Quelques minutes plus tard, son regard s'est perdu à nouveau. Son visage s'est détendu, ses mots se sont dissous dans des sons incohérents. 5 minutes avaient suffi pour qu'il traverse ce bref éclat de lucidité avant de replonger dans le brouillard. Je suis allé vérifier ses signes vitaux 20 minutes avant la fin de mon service. Tout semblait stable. 10 minutes plus tard, il s'est éteint. Sans bruit, sans alarme. Juste parti, comme si ce moment de clarté avait été son adieu. Ce soir-là, en quittant la maison de retraite, je savais que je ne resterais pas longtemps dans ce métier. Pas parce que je n'aimais pas aider, mais parce que certaines choses finissent par peser trop lourd. Voir la mort de si près, jour après jour, et ces éclats d'humanité juste avant qu'elle emporte tout, ça laisse une trace qu'on ne sait plus vraiment comment porter. Je me considère plutôt comme quelqu'un qui penche vers l'idéalisme ou le panpsychisme, mais j'aime me tenir informé des deux côtés du débat, histoire de voir si l'un ou l'autre apporte de nouveaux arguments solides. Ma mère a longtemps travaillé dans un service de soins palliatifs et elle a été témoin de plusieurs cas de ce genre. Du côté matérialiste, une explication que j'ai souvent lue est la suivante. À l'approche de la mort, le cerveau utiliserait ses dernières réserves d'énergie pour tenter de compenser les défaillances. Ce sursaut activerait temporairement la libération de neurotransmetteurs, rétablissant brièvement certaines connexions jusque-là bloquées par la maladie. Cette activation brutale provoquerait aussi un relâchement dans le corps, ce qui expliquerait pourquoi certains patients paraissent soudain soulagés, presque en forme, juste avant la fin. Ma mère, qui a toujours eu une sensibilité plus spirituelle, doutait que cette explication suffise. Elle disait que les dégâts causés par la démence sont souvent trop étendus pour qu'un simple sursaut chimique puisse restaurer la mémoire et la personnalité de manière aussi nette. Elle reconnaissait bien sûr qu'elle n'était pas scientifique, seulement bénévole dans le milieu des soins palliatifs, mais son intuition lui disait qu'il y avait là quelque chose de plus profond. Personnellement, je ne suis pas certain d'avoir une réponse. Je trouve les deux perspectives fascinantes, d'un côté, la tentative de la science d'expliquer un phénomène encore mystérieux, de l'autre, l'idée qu'il puisse exister une dimension de la conscience qui dépasse la matière.
Peut-être que la lucidité terminale se situe à la frontière de ces deux réalités, un moment où la biologie s'épuise, mais où quelque chose d'autre, qu'on ne sait pas encore nommer, s'ouvre une dernière fois. Et vous ? Quelle théorie vous paraît aujourd'hui la plus plausible pour expliquer la lucidité terminale ? Une cause purement biologique, une manifestation de la conscience indépendante du corps, ou peut-être un mélange des deux ? Ma mère était en soins palliatifs à la maison. Le cancer avait déjà gagné trop de terrain. Un jour, l'infirmière nous a dit que ce serait sans doute sa dernière journée parmi nous. Elle recevait des doses très fortes d'antidouleurs et ne semblait presque plus consciente du monde autour d'elle. On l'avait installée sur le canapé, parce qu'il était impossible de la monter à l'étage. Elle l'aimait bien, ce canapé, elle s'y sentait bien, comme si c'était son dernier refuge. Cette nuit-là, nous étions tous là, silencieux, à veiller. Mon père, déjà affaibli par sa propre maladie, s'est approché d'elle pour lui dire bonne nuit. Contre toute attente, elle a ouvert les yeux, lucide, d'une clarté que nous n'avions pas vue depuis des jours. Elle a tenté de se redresser, a trouvé la force de le faire juste assez pour l'embrasser. Un simple baiser, mais plein de tendresse, comme si elle voulait lui dire adieu sans mots. Ce fut le dernier geste conscient qu'elle ait accompli. Elle s'est éteinte au petit matin, avant que mon père ne se réveille. Il y avait dans ce départ une douceur étrange, une beauté calme que nous n'oublierons jamais. Quelque chose venu de l'autre côté, peut-être. J'étais atteint d'un cancer de stade 4. Le pronostic était terrible. Des années plus tard, mon hématologue m'a confié qu'à l'époque, il ne pensait pas que je tiendrais plus de quelques semaines. On m'avait mis sous chimiothérapie d'urgence, sans aucune réserve. Il me perfusait en continu, surveillant mes constantes pour éviter que je ne bascule. Je ne pouvais plus marcher ni même tenir debout. Et bien sûr, il y avait la morphine. Après quelques jours, ils ont décidé de me renvoyer chez moi. Là, toujours sous traitement, je vivais dans un brouillard. Je n'ai presque aucun souvenir de cette période. Ce que je raconte, c'est ce que ma femme m'a décrit. Une nuit, vers 2 ou 3 heures du matin, je me suis réveillé brusquement. J'ai eu une envie inexplicable de me faire des tartines grillées. 3, précisément. Une avec du fromage, une autre avec du jambon et du fromage, et la dernière avec un autre fromage et du chorizo. Ma femme, réveillée par le bruit, m'a trouvé dans la cuisine. Elle m'a vu debout, lucide, les yeux vifs, en train de préparer tout ça comme si j'étais redevenu moi-même. Surprise mais apaisée, elle m'a préparé une tasse de thé. Elle était enceinte de 5 mois à ce moment-là. On s'est assis ensemble, et on a parlé de notre avenir, du bébé, de ce que la vie pourrait encore nous réserver. Cette nuit-là, le temps s'était arrêté. Jusqu'à l'aube, nous avons discuté comme si la maladie n'existait plus. Puis je suis retourné me coucher, paisiblement. Le lendemain matin, elle a appelé le médecin pour lui raconter. Il lui a simplement dit de se préparer au pire. Elle m'a confié bien plus tard qu'elle avait paniqué à l'idée de devoir choisir un costume pour mon enterrement, moi qui avais perdu la moitié de mon poids. Pourtant, 2 jours plus tard, j'étais toujours en vie. Faible, mais vivant. Les médecins m'ont repris à l'hôpital, fait des analyses, puis décidé d'une seconde chimiothérapie. Des années plus tard, mon médecin m'a dit que j'étais passé tout près. Selon lui, peu de patients survivent quand le cancer a envahi les poumons, le cœur et l'estomac. Pourtant, je suis encore là. Et parfois, je repense à cette nuit étrange où j'avais simplement voulu partager un repas et quelques mots avec celle qui m'attendait. La lucidité terminale existe aussi chez les animaux. C'est l'un des aspects les plus difficiles lorsqu'on a des rats de compagnie. Leur vie est si courte qu'on finit par bien connaître la mort. J'ai vu ce regain d'énergie plusieurs fois, ce sursaut juste avant la fin. Toutes les maladies ne provoquent pas ce phénomène, mais pour certaines, c'est presque prévisible. On apprend à le reconnaître, à comprendre que c'est souvent le dernier signe avant le départ. Mon plus vieux rat, issu de ma toute première portée, est mort hier.
Il avait 3 ans et 1 mois, un âge remarquable pour un rat. Pendant que je nettoyais sa cage, je l'avais laissé se promener un peu. Il se baladait partout, gonflé de fierté, reniflait les autres mâles, frottait sa tête sur les objets pour marquer son territoire. Il a même grimpé sur la cage des femelles pour passer sa petite patte entre les barreaux et tirer quelques poils, comme il aimait le faire. C'était la première fois depuis des mois que je le voyais aussi actif, aussi vivant. Il s'est ensuite installé dans sa boîte préférée et s'est endormi pour la dernière fois. J'aime croire qu'il est parti heureux, après avoir eu, une dernière fois, un moment de jeu et de liberté. Nous sommes en train de vivre, sans vraiment le réaliser, l'une des plus grandes découvertes de toute l'histoire humaine. Et la plupart des gens n'en ont même pas conscience. 4 domaines totalement différents arrivent aujourd'hui à la même conclusion. Les expériences de mort imminente, les soins palliatifs, les neurosciences et la physique quantique. Pendant des siècles, les expériences de mort imminente ont été racontées partout dans le monde. Les récits se répètent, la sensation de flotter au-dessus de son corps, un passage vers un autre lieu, des retrouvailles avec des proches disparus, une paix indescriptible. Depuis les années 1970, la médecine les documente sérieusement. Et le plus frappant, c'est que tous disent la même chose, c'était plus réel que la vie. Dans les unités de soins palliatifs, les soignants observent des phénomènes similaires. Peu avant leur départ, de nombreux patients parlent à leurs proches décédés, avec calme et lucidité. Et puis il y a la lucidité terminale, ce moment où quelqu'un, inerte depuis des jours, ouvre les yeux, reconnaît ses proches, échange quelques mots, avant de s'en aller paisiblement. Les neurosciences confirment que nous sommes biologiquement connectés à quelque chose de plus vaste. Les états de méditation, de prière ou de mort imminente activent les mêmes zones du cerveau. Ce n'est pas une illusion, c'est une capacité inscrite en nous. Et la physique quantique, elle, bouleverse tout ce qu'on croyait savoir. Des particules interagissent instantanément à des distances infinies. Cela remet en cause notre compréhension du temps et de l'espace. Certains scientifiques pensent désormais que la conscience ne provient pas du cerveau, mais qu'elle y est simplement captée, comme une fréquence. Si la conscience survit à la mort, alors elle ne concerne pas seulement les humains. Peut-être les animaux. Peut-être même les plantes. Peut-être tout ce qui existe. Tout a une âme. Ce n'est pas du mysticisme. Ce n'est pas une croyance. C'est ce que la science commence, doucement, à révéler. Et si c'était ça, le vrai tournant de notre histoire? Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et de partager vos propres histoires en commentaire. On se retrouve demain à la même heure devant ce feu.